Alors, ce premier TP, c'est sur les titrages acido-basiques. On doit titrer les ions hydrogénocarbonate de l'eau de Contrex. L'hydrogénocarbonate, c'est l'ion HCO3-. C'est un ampholyte, c'est-à-dire qu'il apparaît à la fois comme une base dans le premier couple de pK 6,4 et comme un acide dans le deuxième couple. Donc, on demandait sur la première question de tracer un diagramme de prédominance, c'est-à-dire de mettre les espèces sur l'échelle de pH qui va de 0 à 14. Alors, l'ampholyte, il va se trouver au milieu, puisqu'il peut être soit acide pour ce couple, soit la base pour ce couple-là. Et donc, le pK 6,4, on a la bonne place. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas la bonne place. Donc, le pK 6,4, c'est pour le premier couple, celui-là. Donc, forcément, la forme acide, ici, c'est H2CO3. Et la forme la plus basique, CO3-. L'ion carbonate, ici, on dit que c'est une dibase, c'est-à-dire elle peut capter 2 protons, le premier et le deuxième. Et inversement, l'acide carbonique, H2CO3, qu'on peut aussi écrire CO2, H2O. Et dans cette écriture-là, on a du mal à montrer qu'il peut perdre 2 protons. Parce que dans CO2 tout seul, il n'y a pas de protons. Donc, il vaut mieux l'écrire H2CO3, c'est plus clair. Donc, cette espèce-là, c'est un diacide, c'est-à-dire qu'il peut libérer 2 protons. Le premier proton et le deuxième, ça vous donne la forme basique. Alors ensuite, on demandait d'exprimer les constantes d'acidité Ka1 et Ka2. Alors, le pKa1, il est pour le couple H2CO3, HCO3-. La réaction d'acidité, c'est l'acide donne la base plus H+. Donc, la constante d'acidité, c'est les activités des produits divisées par l'activité des réactifs pour la réaction, comme si ici on avait mis un égal, acide donne la base plus H+. Donc, la première constante d'acidité, on a la forme basique, ça c'est les produits, la base fois H+, sur l'acide H2CO3. Alors ici, on a H+, mais on pourrait très bien mettre H3O+. C'est tout à fait identique. H+, c'est H+ dans l'eau, donc c'est H3O+. On ne peut pas vous sanctionner d'avoir mis l'un ou l'autre. Et pour la deuxième constante Ka2, c'est la constante pour l'équilibre. Ici, l'acide donne la base plus H+. Donc, c'est pareil. Dans la constante, on va avoir cette base fois H+, divisé par le réactif qui est HCO3-. Donc là, on a l'expression des constantes d'acidité, Ka1, et on sait que Ka1, c'est 10 puissance moins 6,4. Ka2, c'est 10 puissance moins 10,3. Donc là, on ne vous demandez pas la valeur, mais pour avoir Ka, c'est 10 puissance moins pK. Alors, troisième question, on vous demandait de trouver la procédure pour titrer l'espèce HCO3-, qui se comporte comme un acide ou comme une base. Donc, en fait, on avait 2 possibilités. Si on le considère comme un acide, on va le doser avec une base forte comme OH-, ça va donner cette base. Ou inversement, si on le considère comme une base, on va le doser avec H+, l'acide chlorhydrique, et on va obtenir celui-là. Donc, premier cas, si on le considère comme un acide et qu'on fait réagir avec la soude, donc ici, OH-, la base va capter H+, et il reste uniquement CO3-. Donc, la soude, c'est Na+, plus OH-, mais l'ion sodium, ici, il est spectateur. Donc, il ne faut pas l'écrire dans l'équation bilan. Ça ne sert à rien. Il apparaîtrait d'un côté et de l'autre. Donc, en général, on préfère ne pas l'écrire.
Alors ensuite, calculer la constante d'équilibre correspondante. Donc la constante d'équilibre de cette première réaction, l'activité des produits divisée par l'activité des réactifs. J'ai mis entre guillemets parce que bon, ça va dépendre. Alors les produits, c'est tout ça. CO3 c'est une espèce soluble, donc ça va être la concentration divisée par C0, mais le C0 il est implicite, on ne l'écrit jamais. Et l'activité de l'eau, ça fait 1. Donc, premier côté, on a un CO3, on n'était même pas obligé d'écrire 1. Et puis, on divise par les réactifs. Et les réactifs, cette fois, il y en a 2. Attention, ici, c'est une multiplication, alors que là, on avait une addition. Il ne faut pas se tromper. Alors, il faut exprimer la valeur. Il faut la calculer. Alors, on n'a pas le droit de remplacer les concentrations par les valeurs qu'on aurait dans l'énoncé pour la concentration de la soude et la concentration de l'ion hydrogénocarbonate. Parce qu'au début, CO3, on ne le connaît pas. Donc, pour calculer la valeur de Kr1, il va falloir utiliser soit Ka1, soit Ka2 en fonction des concentrations qui apparaissent. Donc là, on voit que les concentrations qui apparaissent, il y a CO3 et puis HCO3-. Donc, si on doit choisir le couple qui nous intéresse, il faut faire apparaître ces deux espèces-là. Et on voit qu'elles sont ici dans l'expression de Ka2. Donc, il va falloir faire apparaître Ka2. Alors, l'astuce, par rapport à la constante initiale qui ne change pas, c'est qu'on va multiplier en haut et en bas par la même chose, H+ sur H+. Donc, globalement, ça ne change pas le résultat, mais juste, ça va faire apparaître la constante Ka2. Donc, vous voyez que Ka2, il y a H+ fois CO3 que vous avez ici. Et au dénominateur, il y a HCO3-. Donc là, ce que j'ai mis en bleu, vous avez la constante Ka2, et puis il reste deux termes, OH- et H+. Ça, c'est le produit KE, qu'on appelle produit ionique de l'eau. Donc ici, vous voyez qu'on a le rapport Ka2 sur KE. Et quand on fait l'application numérique, Ka2, c'est 10 puissance moins pKa2. Et en bas, vous avez 10 puissance moins 14, que j'ai appelé pKe. Donc, quand vous faites le calcul, vous trouvez 10 puissance 3,7. Donc, la constante ici, elle est très grande devant 10 puissance 3. Elle est supérieure à 10 puissance 3. Donc, on dit que cette réaction est totale. Donc, a priori, doser l'hydrogénocarbonate par la soude, c'est possible puisqu'on a une réaction totale. Donc, le dosage devrait être possible. Après, il faut voir la simulation. Alors, deuxième possibilité, c'était le cas où on considère l'hydrogénocarbonate HCO3- celui-là comme une base. Et donc, si c'est une base, on va essayer de transformer en acide. Donc, on utilise l'acide chlorhydrique comme titrant. Écrire la réaction avec l'acide. Donc là, cette fois, au lieu d'aller du côté de la base, on va du côté de l'acide. Et l'acide chlorhydrique, même si c'est H+ plus Cl-, Cl-, c'est un ion spectateur, donc on ne l'écrit pas dans le bilan. La constante Kr2, donc l'activité des produits divisée par l'activité des réactifs. Donc là, vous reconnaissez directement cette expression-là, qu'on peut la comparer à celle-là, et c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que H2CO3, il faut qu'il soit en haut, alors que dans Ka1, il est en bas. Et donc, la valeur de la constante, c'est 1 sur Ka1. Donc, on a directement le résultat, 10 puissance moins pK1
Donc, comme c'est en bas, en retournant l'égalité, ça fait 10 puissance plus pK1, donc 10 puissance plus 6,4. Donc là encore, on a une valeur qui est supérieure à 10 puissance 3, donc la réaction est totale. Alors tout à l'heure, on avait 10 puissance 3,7 et maintenant on a 10 puissance 6,4. Donc ça ne permet pas de trancher. C'est vrai que la réaction, la deuxième, elle a l'air mieux parce qu'on a une constante plus grande, mais là, la réaction, elle était totale de toute façon. Donc théoriquement, les deux possibilités étaient utilisables pour faire un dosage. Donc, ce qui va permettre de trancher, ça va être de comparer les courbes de dosage, de modélisation en fait. Donc, la question suivante, en utilisant ce document ici, montrer qu'un seul des deux dosages est exploitable pour déterminer l'hydrogénocarbonate. Donc, la première courbe ici, vous avez une sorte de croix, un X. Donc ça, c'est les pourcentages d'espèces dans le bécher. HCO3- qui est en train de diminuer et ensuite H2CO3 qui augmente. Et là, la courbe de pH. Donc, cette petite dénivellation-là, dénivelé, on appelle ça un saut de pH à l'équivalence. Donc, en utilisant la méthode des tangentes ou sinon visuellement, graphiquement, on se place au point d'inflexion. Donc, l'année dernière, on a sûrement dû vous imposer de faire la méthode des tangentes, mais cette méthode, de toute façon, elle est un petit peu, comment dire, un petit peu difficile à être précis. Donc, pour trouver le point d'inflexion, visuellement, ça marche aussi bien que d'appliquer la méthode des tangentes. Donc, pour ce premier dosage par l'acide, on voit qu'il y a un saut à l'équivalence et donc, on devrait pouvoir utiliser cette courbe pour faire un dosage. L'autre possibilité, c'était en dosant par la soude. Donc, cette fois, vous avez la première espèce HCO3- qui diminue et vous voyez qu'on n'arrive pas à une valeur nulle. Ça tend vers une limite, on dirait que ça va tendre vers 0, mais dans longtemps. Alors que ici, ça tendait vers 0 directement. On avait une croix ici symétrique. Ça veut dire que le dosage, il a l'air efficace, alors qu'ici, on commence bien et on n'arrive pas à finir. Et sur la courbe de pH, on ne voit pas de saut. Et donc, si on a versé un volume équivalent de soude ou d'acide, on voit que l'équivalence, on aurait dû l'avoir ici. Et pour un volume équivalent de soude, on aurait dû l'avoir ici. Et on n'a pas de saut de pH. Donc, le dosage par la soude, il ne va pas être exploitable parce qu'on ne pourra pas avoir de saut de pH. Et donc, la méthode dosée par pH-métrie avec la soude, ça ne marche pas. Donc, après, en revenant ici sur les valeurs, on peut dire que 10 puissance 3,7, c'était plus petit que 10 puissance 6. Et donc, c'est peut-être aussi une explication pourquoi le dosage par l'acide, il est plus efficace que l'autre. Vous voyez, on a 10 puissance 3 d'écart. Ça veut dire que cette réaction-là, elle est 1000 fois plus efficace que l'autre. Donc, c'est logique que dosé par l'acide, ça a une constante plus grande, donc ça a l'air plus efficace que ici où on n'a pas de saut. Donc, conclusion, le dosage par l'acide montre un saut de pH, c'est exploitable, alors que l'autre, il n'y a pas de saut de pH, donc on ne pourra pas l'utiliser. Donc, on va se placer dans le cas du dosage exploitable, c'est-à-dire par l'acide, et on vous demande de trouver une relation à l'équivalence. Alors, la réaction de titrage, je l'ai réécrite. L'hydrogénocarbonate, celui qu'on veut doser
par H+, ici. Donc, à l'équivalence, étant donné qu'on a une mole pour une mole, à l'équivalence, le nombre de HCO3- initial dans le bécher, divisé par le coefficient stoichiométrique 1, est égal au nombre de H+ versé. Donc, si vous remplacez, le nombre de HCO3- égale concentration fois volume, égale le nombre de H+ versé à l'équivalence, c'est la concentration d'acide fois VE, le volume d'équivalence. Donc, si on connaît le nombre de moles de HCO3- dans le bécher, on pourra estimer à peu près un volume d'équivalence. Alors, question suivante. On vous montre l'étiquette de Contrex, le partenaire minceur, et on vous demande de calculer la concentration molaire théorique qu'il y a dans la bouteille des ions hydrogénocarbonate. Donc, parmi toutes les indications qu'il y a sur l'étiquette, hydrogénocarbonate, c'est ici. On a 372, après il faut chercher l'unité, c'est ici, milligrammes pour 1 litre. Donc, ça veut dire qu'on a une concentration massique 372 mg par litre. Vous, c'est la concentration molaire qu'on demande. Concentration molaire, c'est-à-dire en mol par litre. Donc, il va falloir transformer des grammes par litre, milligrammes par litre, en mol par litre. Donc, comme la masse molaire elle est donnée, comme d'habitude, en grammes, il va falloir mettre la concentration massique d'abord en grammes et ensuite utiliser la masse molaire. Donc, la masse molaire, elle est 61 et la concentration massique, je l'ai mis en grammes, ça fait 0,37 grammes par litre. Et donc, vous trouvez cette valeur, concentration théorique de la Contrex, 6,1, 10,3 mol par litre. Alors, lorsqu'on veut faire un dosage, il faut estimer à peu près le volume d'équivalence et comme ça, on en déduit la concentration, enfin, le volume à prélever pour ce qu'on doit doser. Tout simplement parce qu'on a des burettes qui contiennent soit 25 ml, soit 50, et il faut que l'équivalence soit atteinte pendant le dosage. Il faut que le saut de pH il soit atteint avant qu'on ait le volume maximum de la burette. Donc ici, on vous demande de calculer un volume de Contrex pour avoir un volume d'équivalence compris entre 10 et 20. Ça veut dire qu'on a une burette probablement qui fait 25 ml. Et donc, on aimerait que le seau soit à peu près à la moitié de la burette, à peu près 12 peut-être, mais bon, entre 10 et 20 ml. Alors, on vous demande de prélever avec une seule pipette jaugée. Ça, c'est uniquement parce qu'à chaque fois qu'on fait un prélèvement avec une pipette, il y a une incertitude sur la manipulation, donc une précision. Si vous utilisez 2 pipettes, c'est-à-dire si vous vouliez faire, mettons, 30 ml, vous auriez dû utiliser d'abord 10 puis 20, et les 2 incertitudes de mesure s'ajoutent. Donc, en utilisant 2 pipettes, vous allez être beaucoup moins précis qu'en utilisant une seule pipette. Donc, là, j'ai tapé au milieu. Si je devais être entre 10 et 20, mettons un volume d'équivalence à 15. Donc, j'ai utilisé la formule qu'on avait vue tout à l'heure, celle qui était en bas de la page, ici. Le nombre de moles dosés, c'est concentration fois volume, avec ici la concentration molaire qu'on vient de déterminer. Et ici, c'est le volume de Contrex qu'on va prélever. Donc, le volume à déterminer, c'est celui-là.
Donc, il suffit de retourner l'équation, c'est-à-dire on divise par la concentration théorique qui est ici, 6, 10, moins 3. Et donc, le volume à prélever, quand vous faites le calcul, j'ai mis le volume d'équivalence directement en millilitres. Vous savez que normalement, C fois V, la concentration en mol par litre, on doit avoir le volume en litres. Mais comme j'attends un volume, si je mets celui-là en millilitres, ma réponse sera en millilitres. Donc, si je table sur 15 millilitres d'équivalence, on trouve 49 millilitres volume de Contrex à prélever. Donc, étant donné qu'on a une burette de 50, on va prendre une pipette de 50, on va prendre la pipette jaugée de 50 millilitres. Donc, maintenant, on sait le volume qu'on va prélever. Et on devait avoir un volume d'équivalence théoriquement autour de 15. Donc là, la question 8, c'est la partie manipulation que vous n'avez pas pu faire. Donc, on admet qu'en faisant le dosage, on a obtenu une courbe de pH de ce type-là. Et le volume à l'équivalence, ici, qui aurait dû être autour de 15, on trouve un volume 16,5. Donc, on va utiliser maintenant la formule qui est ici, mais à l'envers. C'est-à-dire que cette formule, on est parti d'une valeur VE connue, on en a déduit le volume à prélever, et maintenant, le but, ça va être de trouver, connaissant le volume d'équivalence, trouver la concentration réelle qui est dans la Contrex. Donc, on repart de la même expression, et cette fois, il faut retourner la formule pour avoir, donc Ca 2 10-2, ça c'est la concentration d'acide qui est donnée dans l'énoncé. 16,5, c'est le volume d'équivalence que je mets en millilitres. Et en bas, le volume prélevé, je le mets dans la même unité millilitres. Donc là, ce n'est pas un problème puisque les unités vont se simplifier. Et vous trouvez une concentration réelle de 6,6 10-3 au lieu de 6,1 10-3. Donc, on a le même ordre de grandeur. Et donc, on demande la concentration massique. Donc, on va utiliser la formule qui est là, mais à l'envers. On veut maintenant la concentration massique, connaissant la concentration réelle. Donc, il va falloir multiplier par la masse molaire et on obtiendra le résultat. Donc, cette fois, je multiplie la concentration que j'ai trouvée par la masse molaire et on trouve 403 mg par litre au lieu de ce qui était indiqué sur la bouteille, c'était 372. Alors, que peut-on en conclure? Ce qui est certain, c'est qu'une eau minérale, l'intérêt de l'acheter, c'est qu'elle contient des minéraux. Donc, c'est un argument de vente d'avoir du calcium, du magnésium et l'hydrogénocarbonate. Et donc, la société Contrex ne peut pas se permettre d'avoir une concentration dans la bouteille qui serait inférieure à ce qu'elle prétend. Puisque l'intérêt d'une eau minérale, c'est d'avoir des minéraux, il fallait qu'elle ait au moins la valeur minimum. Et donc ça, c'est un grand classique que, à part pour les médicaments, mais souvent pour tout le reste, le vinaigre, toutes les espèces où ils affichent une valeur, c'est la valeur pour laquelle on paye. Souvent, ils sous-estiment la valeur de manière à ce que la répression des fraudes ne puisse pas leur faire un procès. Donc là, on a bien un peu plus que ce qu'ils prétendent. Parce que la bouteille d'eau, c'est une source. Ils remplissent à la source. Et la source, elle pourrait avoir des valeurs qui fluctuent légèrement. Donc, ils ont pris une marge de sécurité
en donnant une valeur un petit peu plus faible que celle qui serait mesurée dans un laboratoire. Voilà, donc on trouve une concentration légèrement supérieure à celle de l'étiquette. Donc ça, pour quasiment tous les dosages que j'ai fait depuis plus de 20 ans, à chaque fois qu'on dosait une valeur qui était écrite sur une étiquette, on a toujours trouvé une valeur légèrement supérieure. Donc voilà, ça c'est une protection qu'il faut. Et pour savoir si l'écart des valeurs est important, il faut calculer l'écart relatif. L'écart relatif, c'est un écart, c'est-à-dire une différence théorique moins expérimentale, et on divise, pour avoir le relatif, éliminer l'unité, on divise en général par le théorique. Mais on peut aussi diviser par le expérimental. Ça ne change pas grand-chose au résultat. Donc là, on a un écart 7,7%. Donc, on est à peu près dans les normes acceptables. Donc, on a une valeur un peu supérieure à celle de l'étiquette. Maintenant, on va s'intéresser au titrage de l'acide citrique du jus de citron. Donc, l'acide citrique, c'est la molécule qui est donnée ici. La concentration massique, elle est de l'ordre de 66 grammes par litre. Donc, c'est moi qui ai appelé ça pour rire les citrons catalans. En fait, l'acide citrique dans les citrons, c'est quasiment indépendant de l'origine. Hein. Et la valeur, bon, 66, c'était proche de 66. Pour m'amuser, j'ai mis 66. Donc, l'acide citrique, il a 3 acidités. Il a une fonction alcool ici. Cette fonction alcool ne va pas laisser partir le proton. Et les 3 acidités, c'est les 3 autres hydrogènes liés au groupe acide carboxylique. Donc, l'acide citrique peut libérer 3 protons et vous avez les 3 valeurs de pKa. Donc là aussi, les valeurs elles sont légèrement décalées. Donc, tracer un diagramme de prédominance des espèces par rapport à ce qu'on vous a dit. Donc, la forme la plus acide, le triacide, ce sera celui qui est en dessous du pKa 3,1. Donc, c'est celui qui va apparaître ici. Ensuite, vous avez l'espèce qui apparaît 2 fois. Donc, ça, c'est un ampholyte. Il est basique dans ce couple-là et acide dans le couple suivant. Donc, en fait, il va apparaître ici. Et successivement, au fur et à mesure qu'on augmente le pH, on voit qu'on enlève un proton. Donc là, on a la forme la plus basique, l'ion citrate. C'est une tribase. Ça peut capter 3 protons et on arrive à l'acide citrique. Alors ensuite, on vous demande d'exprimer les constantes d'acidité. Donc, c'est exactement comme tout à l'heure. La constante d'acidité Ka1, c'est celle en rapport avec la première acidité. C'est comme si on avait l'équation acide égale la base plus H+. Donc, la constante d'acidité, ce sera la base fois H+, divisé par l'acide. Donc, Ka1, Ka2 et Ka3. À chaque fois, vous avez la base du couple fois H+, divisé par l'acide du couple. Voilà. Donc là, il y a 3 acidités, donc 3 valeurs de Ka. Alors, comme on a un triacide et qu'on va doser l'acide citrique du jus de citron, l'acide citrique, c'est la forme qui est ici. Évidemment, on est obligé d'utiliser la soude pour passer successivement les espèces pour arriver à la fin à celle-là. Là, c'est évident qu'on ne peut pas doser un acide par un acide. Donc, on était obligé de doser par la soude, NaOH. Donc, première réaction, l'acide citrique H3CI plus la soude. On va former la base ici.
plus H2O. Na+, comme tout à l'heure, c'est spectateur. La constante de cette réaction, la réaction elle est ici. Donc, comme c'est la réaction 1, je l'appelle R1, constante réaction 1. Les indices, ce n'est pas très important, c'est juste pour les reconnaître. Donc, vous avez ici les produits, c'est-à-dire H2CI-, H2O, on ne l'écrit pas puisque c'est le solvant, et en dessous, H3CI et OH-, qu'on multiplie, même si là, c'est une somme. Alors, l'astuce, c'est comme tout à l'heure, on va devoir utiliser une expression de Ka, soit Ka1, Ka2 ou Ka3. Le but, c'est de faire apparaître H2CI sur H3CI. Et vous voyez que cette formule-là, elle est uniquement dans le premier Ka1. Donc, si je voulais faire apparaître Ka1, il me manque H+. Donc, l'astuce, c'est de multiplier par H+ sur H+. Ça ne change pas le résultat. Et par contre, là, vous faites apparaître ça avec ça et ça. Vous avez la première constante Ka1. Et en bas, OH- fois H+, ça c'est KE. Donc, ça vous donne l'expression Ka1 sur KE. Donc, application numérique, Ka1, c'est 10 puissance moins pK1, qu'on connaît. Le rapport de 10 puissance, c'est une soustraction, donc moins pK1 plus pKe. Et quand vous faites l'application numérique, ça vous fait 10 puissance 10,9, très grand devant 10 puissance 3. Donc, la première réaction de dosage, elle est totale. Ça se voit puisque OH-, il est majoritaire si le pH il est plus grand que 14. Donc, forcément, celui-là, H3CI, ça fait une réaction totale pour avancer. Alors, regardez comment on a fait le calcul. 14, c'est la valeur du Ka de la soude. C'est la constante d'acidité qui fait intervenir le OH- en tant que base. Et 3,1, c'est le premier pKa. Donc, si vous faites la différence de 14 à 3, de là à là, en fait, vous avancez de 10,9 sur l'échelle du pH. Vous voyez que la différence entre là et là, c'est 10,9. Et donc, pour les autres réactions, sans calcul, de façon similaire, on aurait 14 moins 4. Donc, ça, ce serait l'écart des 10 puissances, réaction totale aussi. Et la dernière, l'écart, il est là. Donc, vous voyez que même sans calcul, on trouve facilement si on a compris comment ça marche. Donc, la réaction 2, c'est l'espèce qui est en folite ici. Celle-là, elle va être dosée à son tour par OH-. Et donc, quand vous faites le calcul, on fait pareil. On multiplie par H+ sur H+ pour faire apparaître ces 3 Ka2. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la réaction elle sera totale, 10 puissance, l'écart entre 14 et 4,8. Donc, ça fait 9,2. La réaction, elle est totale. Et pour la dernière, la réaction 3, on a formé cette espèce-là. On voit qu'elle est toujours acide, puisque le pK il est plus petit que 7. Donc, celle-là aussi, elle va réagir avec OH-. Et donc, quand vous faites le calcul, vous trouvez 10 puissance 7,6. À nouveau, la constante de réaction, c'est 10 puissance l'écart entre 14 et 6,4. Donc, on a 3 réactions totales. Alors, les réactions, est-ce qu'elles vont être simultanées ou successives? En fait,
il va falloir regarder l'écart entre les différentes constantes. Pour que des réactions qui s'enchaînent soient qualifiées de successives, il faut que l'écart entre elles soit au moins de 10 puissance 3, 10 puissance 4. Là, on n'a pas 10 puissance 3 d'écart. Vous voyez, on n'a même pas 1 d'écart. Et là, à peu près 2. Donc, on n'a pas beaucoup d'écart entre ces constantes de réaction. Et donc, vous allez avoir des réactions qui vont s'enchaîner et qui ne seront pas successives. Elles vont se faire quasiment en même temps. Alors, on demandait d'identifier sur le document 2 les réactions des différentes espèces. Donc, au départ, on va avoir l'acide citrique, H3CI, et au fur et à mesure qu'il va être consommé, il va donner les espèces successives qu'on voit apparaître ici. Donc, la première espèce sur la courbe, c'est l'acide citrique. Et on voit que l'acide citrique, quand il descend, il forme l'espèce ici verte. Donc, ça, c'est la suivante. La base du couple acido-basique est ici. Puis, on arrive à un maximum et cette espèce, on voit qu'elle est détruite et elle fabrique celle-là. Donc, ça, c'est la base suivante. La base conjuguée HCI2- de cet acide-là. Et enfin, troisième courbe, celle-là, elle diminue au profit de la rose. Donc là, vous avez la courbe citrate. Donc là, vous avez les 4 espèces de l'acide citrique. Au fur et à mesure qu'on va mettre de la soude, on va passer progressivement sur les formes les plus basiques. L'équivalence, c'est le moment où l'acide citrique il a été neutralisé. Alors, on voit que l'acide citrique H3CI, le moment où il sera neutralisé, c'est pas évident à voir parce que les réactions, elles se continuent en même temps. Par contre, ce qui va être facile à voir au niveau du saut de pH, vous voyez, c'est ici, le saut de pH, ça va correspondre au moment où on a fini de doser HCI2-. Donc, quelle quantité de soude il aura fallu mettre? On aura dosé une fois par la soude, ça amène à peu près ici, puis la même quantité de soude amène à peu près ici, et une troisième fois, ça amène à l'équivalence. Donc, on voit qu'il va falloir 3 moles de soude pour neutraliser 1 mole d'acide citrique et arriver à l'équivalence qui est là. Donc là, j'ai avancé un petit peu trop. Donc, la dernière courbe ici, c'est les ions hydroxydes qu'on continue de verser et qui ne réagissent plus puisqu'il n'y a plus rien. Citrate, non, citrate, c'est une base, donc OH- ne va pas réagir avec. Et donc, la dernière, c'est OH-. Donc, on vous demandait si les réactions sont simultanées ou successives. Donc là, on dit que les réactions sont simultanées. C'est vrai qu'il y a un ordre. La première réaction se fait d'abord, puis la deuxième, puis la troisième. Mais on voit que la première ici, elle n'est pas terminée quand la suivante commence. Pour que les réactions soient vraiment successives, il aurait fallu que là, on soit à 0. C'est-à-dire que H3CI est complètement disparu. Le H2CI-, il serait au niveau de la quantité initiale ici. Puis, le deuxième dosage, H2CI-, aurait dû complètement disparaître ici avant de commencer la suivante. Donc là, on voit que quand une réaction, la deuxième réaction, elle a commencé alors que la première n'était pas finie, donc les réactions, on dit qu'elles sont simultanées. Et une façon de le vérifier, c'est avec les constantes de réaction. Si vous faites le rapport entre 2 constantes successives, pour que les réactions elles soient vraiment successives et qu'une soit finie quand l'autre commence,
il faut que le rapport entre deux valeurs successives soit plus grand que 10 puissance 3, 10 puissance 4. Là, on voit qu'on avait à peu près 10 puissance 2. Donc, les réactions, elles vont se faire en même temps. Donc, on dit qu'elles sont simultanées. Alors, question suivante. On vous dit, la courbe de pH présente un seul saut pour un volume versé pour notre AVE. Donc là, si je mets en même temps les courbes d'espèces et la courbe de pH, on voit que pendant les premiers dosages, quand on finit de doser H3CI, puis H2CI, puis HCI, on voit sur la courbe qu'il y a des toutes petites variations, des toutes petites inflexions, mais ça, ce n'est pas mesurable. Expérimentalement, vous n'allez pas resserrer les points autant que ce qui est fait ici, c'est une simulation, ça. L'ordinateur, on peut serrer les points autant qu'on veut. Vous, pendant une manipulation, vous auriez quasiment une droite, là. Et donc, le seul saut qu'on peut voir, c'est le saut qui a lieu lors de la troisième acidité. Alors, la question, c'est, on a l'équivalence ici. La phénophtaline, c'est un indicateur coloré de pH qui possède une zone de virage comprise entre 8,2 et 10. Donc, la zone de virage, je vais faire apparaître ici. Donc, si mon pH il est inférieur à 8, c'est incolore. Ça veut dire que tout le dosage ici de l'acide citrique, il n'y a pas de couleur, ou un jaune très pâle pour le jus de citron. Et au moment de l'équivalence, on va avoir la couleur rose qui va apparaître. Donc, justifier que la phénophtaline soit adaptée pour le dosage, le critère, c'est que le saut de pH, le pH à l'équivalence, donc là où il y a le saut de pH, il faut qu'il soit dans la zone de virage de l'indicateur coloré. La zone de virage, on voit qu'elle est à peu près autour de 9. Et l'équivalence, le point d'équivalence, ici, point d'inflexion du milieu du saut, on voit que c'est à peu près vers 10. Ce qui est sûr, c'est que là, vous allez avoir le saut de pH à la goutte près. Donc, avant d'avoir versé la goutte, il n'y a pas de couleur. Et une goutte plus tard, pouf, vous êtes passé là-haut et la couleur est rose. Donc, comme on a une partie ici qui est quasiment verticale, même si le saut de pH, il n'est pas tout à fait dans la zone de virage qui est à 9, on va considérer que c'est adapté parce que, comme on a une courbe verticale, à la goutte près, on va avoir le virage de l'indicateur au moment de l'équivalence. Et donc, le volume à l'équivalence, il sera atteint lorsque la teinte sera maximale, mais en TP, à chaque fois que je l'ai vu faire, c'était à la goutte près qu'on passait directement avec la couleur. Alors, de toute façon, un dosage colorimétrique, c'est prévu pour remplacer le dosage pH métrique. Le dosage pH métrique, c'est que vous tracez la courbe de pH et puis une fois que vous avez fini, vous dites le point d'inflexion, il est ici, avec la méthode des tangentes ou avec le pifomètre. Donc, vous trouvez que le point d'équivalence, il est ici au niveau de l'inflexion, alors que le dosage colorimétrique avec indicateur coloré, on fait goutte à goutte jusqu'à ce que ça vire. Voilà. Donc là, ce TP, on proposait de faire les deux en même temps. Ça permet de vérifier que ça marche. Alors, question suivante. Quelle est l'espèce majoritaire dans le bécher au moment de l'équivalence? Donc, si on revient sur le graphique, l'équivalence, le saut de pH, il est ici. Et donc, l'espèce majoritaire, on voit que c'est la base, la tribase citrate. Donc, l'espèce majoritaire dans le bécher, ce sera l'ion citrate.
Quelles seront les réactions qui auront eu lieu? Ben, les trois réactions, elles auront eu lieu et seront terminées. La première réaction, c'était H3CI qui disparaît. Puis la deuxième réaction, c'était H2CI- qui disparaît. Et la troisième, HCI2- qui disparaît. Donc finalement, quand vous avez versé la soude, les ions OH- que vous avez versé, Na+ étant spectateur, la soude que vous avez versée, à chaque fois, vous aurez formé une espèce que vous neutralisez ensuite. Puis, vous formez une autre espèce que vous neutralisez ensuite. Donc, au final, on peut additionner les trois réactions, hein, vous les additionnez verticalement. Vous voyez que H2CI- il va se compenser avec l'autre côté, se simplifier. Par contre, OH-, il va se cumuler et il va vous rester uniquement la première forme ici, puisque les autres se simplifient, et puis la dernière. Et H2O aussi va se cumuler. Donc, en additionnant, vous voyez que on va avoir dans le bilan une mole d'acide citrique a nécessité 3 moles d'ion hydroxyde. Donc ça, je répète, c'est parce que ici, dans le dosage, H3CI, il n'était pas fini de neutraliser quand on a commencé la deuxième réaction. Donc, on ne peut pas dire que l'équivalence, il est ici. La seule équivalence visuelle qu'on va avoir, c'est au moment du virage de la phénophtaline, le point d'inflexion qui est là. Et donc, à ce moment-là, on en est à avoir dosé 3 fois l'acide. La première fois, on obtient celui-là. La deuxième fois, on obtient celui-là. Et la troisième fois, on obtient le dernier. Donc, il va y avoir 3 moles de soude pour 1 mole d'acide citrique. Alors, le jus de citron catalan, on va le doser par la soude à 1 mol par litre. Donc, quelle est la relation à l'équivalence du titrage? Donc, comme on a la réaction, un acide citrique réagit avec 3 moles de soude, on va écrire que le nombre de moles d'acide citrique, c'est égal au nombre de moles de soude sur 3. Tout simplement parce que le nombre de moles de soude, c'est 3 fois le nombre d'acide citrique. Si là, on a 1, qu'on n'a pas écrit, c'est implicite, il faut 3 fois plus de soude. Donc, le nombre de moles de soude, il est 3 fois plus grand que le nombre de moles d'acide citrique. Donc, si je remplace le nombre de moles par la formule concentration fois volume, donc vous avez concentration fois volume pour l'acide citrique. Et dans le cas de la soude, c'est concentration fois volume divisé par 3. Donc, si maintenant j'utilise les notations d'énoncé, donc l'acide, la concentration d'acide citrique dans le citron, on la note Ca, donc ça remplace le H3CI. Le volume de jus de citron à prélever, ce sera ça, volume H3CI, et après on va appeler V. La base, on la note de concentration Cb, et le volume versé à l'équivalence, ce sera VE. Donc voilà, la formule maintenant, elle est écrite avec les notations de l'énoncé. Alors comme tout à l'heure, quand on veut faire un dosage, on s'arrange pour avoir un volume qui soit en rapport avec la burette qu'on utilise. Donc un volume proche de 10 si on a une burette d'à peu près 20-25 millilitres. Donc on va supposer qu'on connaît VE. VE égale à 10. La concentration de soude, on la connaît. Et la concentration d'acide citrique, on va se baser sur la concentration massive initiale qui était de 66 grammes par litre. Donc, avec cette formule-là,
on va faire un premier calcul et on va déterminer le volume de citron à prélever avec une seule pipette, de manière à être précis. Donc, le premier calcul, ça va être de déterminer la valeur de CA. La concentration ici, qui apparaît dans la formule, c'est une concentration molaire. Or, la concentration qu'on vous donne ici, c'est une concentration massique. Donc, première étape, il faut calculer la concentration molaire. Donc là, il suffit de regarder les unités. Donc, la concentration massique, elle est en grammes. Si vous voulez éliminer l'unité gramme, il suffit de diviser par des grammes par mol. Comme on divise par gramme par mol, le par mol, il remonte. Et donc, ça vous fait mol par litre. Donc, quand vous faites l'application numérique, 66 grammes par litre divisé par la masse molaire, ça fait à peu près 0,34 mol par litre. Sachant que le VE, on veut qu'il soit à peu près à 10 millilitres. Donc, si vous utilisez la formule et que vous la modifiez, vous la retournez. Le but, c'est d'avoir le volume de citron, d'acide citrique, qu'on choisit d'appeler V. Et donc, il est donné par la formule ici. Donc, quand vous faites l'application numérique, le 10 millilitres, vous le laissez en millilitres. Et du coup, le volume, vous l'aurez directement dans la même unité, c'est-à-dire millilitres. Donc, quand vous faites le calcul, on voit que environ 10 millilitres de jus de citron, ça permettra d'avoir une équivalence proche de 10 millilitres. Donc, le plus proche, là, c'est une pipette jaugée de 10. Prélever le jus de citron. Alors là, c'est la partie expérimentale qui a été court-circuitée. Vous auriez dû couper les jus de citron, les presser, puis les filtrer pour enlever la pulpe qui bouche les pipettes, et ensuite prélever les 10 ml de jus de citron, tracer la courbe de pH avec l'indicateur phénophtaline, et au lieu d'avoir un volume d'équivalence à 10, expérimentalement, donc là j'ai pris une valeur proche, mettons qu'on trouve 10,5. Calculer la concentration massique, donc ça va être la formule qui est là, mais à l'envers. Le but maintenant, c'est de trouver la concentration massique connaissant la concentration molaire. Donc, la concentration molaire, c'est la formule de tout à l'heure, celle-là, qu'on va modifier pour avoir CA. Le but, ça va être de trouver CA égale. Donc, on voit que ici, il suffit de diviser par le volume prélevé. Et quand vous faites l'application numérique, les deux volumes, ils sont dans la même unité directement en millilitres. Donc, l'unité se simplifie. Et on trouve une concentration molaire 0,35. C'est à peu près ce qu'on attendait. Et la concentration massique, du coup, c'est un petit peu plus grand que ce qu'on attendait. Donc là, on trouve 67. Conclusion, est-ce que ça correspond à la valeur prévue des citrons catalans? Ben, on voit qu'on est quasiment à la valeur présumée. Donc les citrons, ils sont quasiment catalans, on va dire.